toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont les 6 nouveaux pays émergents à avoir rejoint les BRICS. Parmi eux, 2 pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, le bloc composé jusqu'ici du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'adhésion va prendre effet à compter du 1er janvier 2024. L'élargissement va se poursuivre dans les prochains mois et les années à venir pour créer un bloc suffisamment puissant afin de peser sur la géopolitique internationale et faire valoir les intérêts des pays émergents dans l'économie mondiale. Les membres des BRICS aspirent à un équilibre politique et économique mondial plus inclusif. Quelles conséquences de cet élargissement des BRICS à d'autres pays émergents? Quelle place des pays africains dans ce monde multipolaire? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la Centrafrique. La Cour constitutionnelle du pays a validé le projet de nouvelle constitution qui a été approuvé fin juillet par référendum à plus de 95%. Le président Faustin Archange Touadéra pourra ainsi briguer un 3e mandat vu que le nouveau texte a fait sauter la limitation des mandats. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile avaient appelé à boycotter le référendum. Les partenaires internationaux, pour leur part, émettent des réserves sur la réforme constitutionnelle centrafricaine et appellent à des processus démocratiques plus inclusifs. Quelles conséquences de cette réforme constitutionnelle en Centrafrique? Comment éviter que ce nouveau texte ne soit source d'instabilité dans le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Momar Dieng, vous êtes journaliste et directeur de la plateforme d'information Impact SN. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. Bonjour Daouda, merci beaucoup. Et merci également à un autre confrère, M. Bakary Domingo Mané. Vous êtes journaliste, doctorant également en sciences de l'information et de la communication. Merci également, Bakary, d'être là avec nous. C'est moi. Et Momar, j'en reviens à vous. À l'occasion du 15e sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud, les 5 pays émergents qui composent le bloc ont procédé à leur élargissement. C'était d'ailleurs l'un des sujets à l'ordre du jour. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette ouverture des BRICS à d'autres pays émergents, avant qu'on en vienne aux pays africains qui viennent d'intégrer? Moi, je pense que c'était déjà et fondamentalement une demande. Une demande, je dirais, mondiale. Il y a beaucoup de pays qui, depuis plusieurs années, essaient d'intégrer les BRICS parce qu'ils pensent que c'est un espace géopolitique, c'est un espace politique, c'est un espace économique qui peut leur faire des progrès dans le développement de leur pays, dans le développement de leur... d'une certaine façon. Je pense que les BRICS, je pense que les dirigeants des BRICS l'ont dit. Il y a eu au moins une quarantaine de demandes qui étaient en instance. Seules 6 ont été approuvées. Je pense que le fait qu'il y ait cette ampleur dans la demande présage du fait que les BRICS aujourd'hui sont considérés comme un espace, disons, attrayant pour franchir un palier en termes d'économie, en termes de développement économique, en termes surtout également en termes d'influence dans la marche du monde. Et vous, le pensez-vous? Ça, c'est ce que les pays pensent aussi. Tous ces pays, une quarantaine qui cherchaient à intégrer aujourd'hui les BRICS. Vous pensez-vous que ce soit le cas aujourd'hui avec l'actuelle, en tout cas, formation de la géopolitique mondiale, d'un côté l'Occident, les États-Unis et les BRICS et leurs alliés également? Moi, je pense qu'on est radicalement face à une certaine division du monde. Moi, je pense que d'un côté, il y a le groupe des pays industrialisés, je veux parler du G7, et d'un côté, il va y avoir un BRICS, disons même un BRICS+, parce que l'appellation va certainement changer, mais cela augure d'une nouvelle division du monde. Et à ce niveau-là, moi je pense un peu à ce qui s'est passé dans le monde depuis 1945. Moi je pense qu'on est arrivé à une histoire qui est en train de se répéter. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, je pense que les pays du tiers-monde ont essayé de former un bloc par rapport à l'Occident.
Parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Occident qui s'est accaparé le monde. C'est l'Occident qui s'est accaparé du Conseil de sécurité des Nations Unies, des institutions internationales. C'est l'Occident qui a mis en place la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international et toutes les institutions multilatérales qui régissent le monde. Je pense que les pays du BRICS se sont dit qu'il est temps aujourd'hui de faire en sorte que le monde soit beaucoup plus multipolarisé, beaucoup plus, j'allais dire, bilatéralisé entre deux blocs. Et ce sont les deux blocs de post-deuxième guerre mondiale après la conférence de Bandung. Ce sont ces deux blocs-là qui, à mon sens, sont aujourd'hui sur place pour faire en sorte que le monde ne soit plus unipolarisé, dirigé par les Occidentaux, mais avec un autre groupe qui a envie de compter pour quelque chose, quoi. Et Bakary, pour reprendre Momar qui disait tout à l'heure, on a comme l'impression aujourd'hui que l'histoire bégaye un peu, avec l'ouverture également des BRICS à d'autres pays émergents et même des pays africains. Est-ce que ce n'est même pas la géopolitique aujourd'hui mondiale qui est en train d'être reconfigurée avec ces différents blocs, avec cette multipolarisation qu'on constate? Oui, je pense que quand on regarde les BRICS aujourd'hui et surtout avec son élargissement, on va à l'arrivée, on constate qu'aujourd'hui, il y a cette volonté, n'est-ce pas, disons, d'ouvrir d'autres fronts, entre guillemets. Parce qu'avant, c'était les Occidentaux et les Américains, n'est-ce pas, qui menaient le monde. Aujourd'hui, il fallait un autre camp qui puisse vraiment contrebalancer, n'est-ce pas, cette dynamique. Donc, les BRICS, pour moi, c'est une sorte de G7+, hein, parce que même Poutine, n'est-ce pas, l'a dit. Hein, voilà, donc c'est des gens qui veulent s'imposer parce qu'à un moment donné, les Américains, n'est-ce pas, et les Occidentaux voulaient vraiment mener la cadence, n'est-ce pas, du monde. Et la façon dont ils se comportaient n'arrangeait pas, n'est-ce pas, justement, l'humanité, parce que c'est la violence, c'est l'insécurité. Donc, il fallait un bloc comme celui des BRICS pour qu'on essaie de contrebalancer. Parce que pour moi, les BRICS vont compter parce que les pays, n'est-ce pas, qui composent les BRICS, quand tu prends, n'est-ce pas, l'Inde, quand tu prends la Chine, aujourd'hui la Chine est en train de se positionner. Hier, c'était la Russie. Mais avec cette guerre en Ukraine, on a vu comment aujourd'hui, disons, la Chine est en train, n'est-ce pas, de se positionner parce que la Chine a mis sur la table la carte, n'est-ce pas, du dialogue. Parce que pour lui, on doit sortir du conflit, n'est-ce pas, ukrainien, n'est-ce pas, à partir du dialogue. Et voilà, donc l'Inde aussi a la même position. Donc, pour dire que les BRICS, avec cet élargissement, vraiment vont s'imposer quand même, vont imposer leur point de vue. Parce qu'avant tout, c'est un marché. Hein, parce qu'on parle, quand tu écoutes le discours... Et on reviendra tout à l'heure même sur cette question de marché et d'opportunité. Parmi les nouveaux membres aujourd'hui, deux pays africains, à savoir l'Éthiopie et l'Égypte, que pensez-vous de l'intégration de ces deux pays africains au sein des BRICS? Oui, comme l'avait dit Momar, il y avait plusieurs prétendants. Mais pourquoi alors on a choisi une quarantaine? Pourquoi on a choisi, n'est-ce pas, l'Égypte et l'Éthiopie? C'est pas quelque chose, n'est-ce pas, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui peut s'expliquer. D'abord, démographiquement, quand tu prends un pays, n'est-ce pas, comme l'Égypte, hein, donc tu prends aussi aujourd'hui un pays comme l'Éthiopie, du point de vue économique, vraiment, c'est des pays qui sont en avance par rapport aux autres pays africains. Donc, pour moi, c'est pas étonnant et ça donne une idée de la volonté des BRICS vraiment de rayonner sur l'espace, disons, de l'humanité. C'est un peu ça, c'est comme ça que je vois, n'est-ce pas, les choses. Et d'ailleurs, pour l'Éthiopie, certains même y voient aujourd'hui une possibilité de faire de ce pays-là aujourd'hui une sorte de grenier du monde, de grenier de l'Afrique plutôt, au vu aujourd'hui de tous les terres arables qu'on voit dans cette partie et la proximité aussi de l'Éthiopie avec le canal de Suez qui pourrait offrir également des marchés et des possibilités d'ouverture des BRICS au niveau des marchés mondiaux également. Et Momar, l'intégration de ces deux pays que sont l'Éthiopie et l'Égypte a également été saluée par le président de l'Union africaine, Azali Assoumani. Selon lui, si certains y voient une prise de distance des pays africains vis-à-vis de l'Occident, le président djiboutien, lui, il parle plus du fait que le continent a toujours défendu un multipartisme positif, conséquent et fructueux. Vous, quel regard portez-vous sur cette façon croissante aujourd'hui des pays africains à diversifier leurs partenaires, surtout ce rapprochement avec la Russie et la Chine?
Moi, je pense que c'est complètement légitime. Il est complètement légitime pour les pays africains de chercher à diversifier les relations de coopération à travers le monde. On a tous vu depuis plusieurs années ce que sont les relations entre l'Occident et les pays africains. On a tous vu ce que sont les relations économiques entre les États-Unis, par exemple, et les pays africains. Les États-Unis ont mis en place l'AGOA, mais l'AGOA est extrêmement sélectif. Extrêmement sélectif, avec des critères qui excluent d'emblée beaucoup de pays africains, parce qu'il y a des critères souvent dits démocratiques qui font que les États-Unis acceptent tel pays et pas tel autre. Moi, je pense qu'avec... Et la particularité des BRICS, c'est que cette organisation ne se mêle pas aussi de ces affaires internes et politiques de ces pays. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand vous prenez les deux pays africains qui ont été acceptés, l'Égypte et l'Éthiopie, on peut dire aujourd'hui, malgré la puissance économique de ces pays-là, ce sont des régimes autoritaires qui sont sur place. Mais ça, pour moi, c'est assez logique. Parce qu'au niveau même du BRICS, la plupart des pays sont des pays autoritaires, même si le marché des BRICS en lui-même est attrayant. La Chine, on n'en parle pas, c'est un régime, c'est un pays, enfin c'est un continent, c'est un pays à partie unique. L'Inde, il s'y développe depuis plusieurs années des programmes anti-musulmans qui font que il y a des réminiscences de persécution contre les musulmans, mais ça, les autres pays n'en parlent pas. La Russie, c'est presque un pays à partie unique. Le Brésil, à la rigueur, je pense que ça doit être les pays les plus démocratiques au niveau du BRICS. Moi, c'est pourquoi je dis que l'Éthiopie et l'Égypte, moi, je pense qu'ils ont des capacités de poser des actes de développement économique qu'ils ne peuvent plus trouver en Afrique. Ce sont des pays qui sont amenés à voir hors d'Afrique pour avoir un peu des perspectives de développement, des perspectives de puissance encore plus gigantesques que ce qu'ils peuvent trouver en Afrique. Si vous voyez un pays comme l'Égypte, et quand vous voyez certaines publications aujourd'hui sur par exemple les banques ou les industries en Afrique, mais les Égyptiens sont toujours en tête. Sont toujours en tête avec les Nigérians et un peu avec l'Afrique du Sud. Donc, à mon avis, il y a une certaine logique à ce que ces pays-là, malgré un peu ce qu'on peut dire un peu de la démocratie interne, il y a une logique qui fait que ces pays-là, l'Égypte et l'Éthiopie, puissent un peu se projeter un peu dans un espace qui n'est pas l'espace africain. Et Bakary, on reste avec les BRICS et l'Afrique. Le président de l'Union africaine, toujours Azali Assoumani, a déclaré que le groupe des BRICS peut aussi aider l'Afrique à devenir indépendante en termes de problèmes de sécurité alimentaire. Il a également affirmé sa volonté de développer en tout cas les relations entre l'Union, c'est-à-dire l'UA et le groupe dans un partenariat durable basé sur la confiance. Vous, comment voyez-vous aujourd'hui ce partenariat entre, au-delà même de ces deux pays qui viennent d'intégrer, ce partenariat entre l'UA, l'instance continentale, et les BRICS ou les BRICS+, si on peut le dire ainsi? Je pense que quand on regarde ce partenariat-là, il y a cette volonté de s'émanciper, parce que quoi qu'on dise, par rapport au bloc occidental, l'Afrique n'avait pas tellement vraiment le choix. Quand je dis n'avait pas tellement le choix, parce que souvent on lui imposait un certain nombre de choses, mais cette fois-ci, du point de vue politique, je pense que l'Afrique a la possibilité aujourd'hui vraiment de multiplier, n'est-ce pas, ses partenaires. Et en démultipliant ces partenariats-là, l'Afrique s'offre, disons, de plusieurs possibilités. Et surtout, je pense que la dynamique qu'on a observée dans la plupart des pays africains, à partir de l'opinion, n'est-ce pas, on a vu les jeunes monter au créneau, le discours, n'est-ce pas, qu'ils articulent, ce discours-là a influencé certainement vraiment la prise de position. De plus en plus de jeunes Africains demandent une diversification des partenaires. Justement, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants africains ont compris la jeunesse africaine, c'est pourquoi ils se sont inscrits vraiment dans cette dynamique, parce qu'il faut démultiplier, n'est-ce pas, les partenaires, parce que si on le fait, ça permet à l'Afrique de ne pas être, disons, victime d'un camp, mais montrer que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'Afrique, des Africains. On ne doit pas avoir honte de cela. Donc, puisque les Occidentaux eux-mêmes, les Américains et les autres, chacun vraiment prêche pour leur chapelle, pourquoi pas nous, les Africains? Donc, on n'a pas de quoi rougir de cette affaire-là. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne option, vraiment, de multiplier vraiment les partenaires.
Africa First, l'intérêt de l'Afrique d'abord, que ces pays membres, en tout cas des BRICS ou bien même de l'Union africaine, mettent d'abord en avant les intérêts de leur propre peuple avant aujourd'hui les intérêts de leurs partenaires. Et Momar, on parlait tout à l'heure d'opportunités et de marché. Le club des 5 qui constitue les BRICS produit un quart aujourd'hui de la richesse mondiale et rassemble 42% également de la population du globe. Une quarantaine de pays, vous l'avez rappelé tout à l'heure, étaient candidats pour être membres. Seuls 6 ont été retenus. Que représentent les BRICS en termes d'opportunités aujourd'hui et de marché pour ses membres et ses partenaires? Moi, j'ai fait quelques recherches pour trouver en fait que les 11 pays en fait vont être quelque part un des 2 centres mondiaux d'opportunités à travers la planète, tu vois. Moi, j'ai vu que, par exemple, les 11 pays du BRICS, c'est-à-dire les 5 et les 6 à venir, tu vois, ces 11 pays-là vont représenter peut-être 49% de la récolte mondiale de blé. 49% de la récolte mondiale de blé et 55% de la récolte mondiale de riz. Alors que le G7 va concentrer uniquement 19,1% de la récolte mondiale de blé et 2,7% pour ce qui concerne le riz. Donc une alternative crédible aujourd'hui à la question de la sécurité alimentaire. Voilà, moi je pense que par rapport à votre question, il y a le fait que les pays africains vont avoir davantage de marge à assurer ou à avoir les moyens d'assurer une certaine autosuffisance alimentaire en s'alliant de façon technologique avec certains pays du BRICS. Mais ça va être un peu tempéré par le fait que on a constaté avec la crise ukrainienne que au moment où il y a une crise alimentaire, au moment où il y a des restrictions alimentaires, certains pays n'acceptent plus d'exporter le produit. On a vu le cas avec l'Inde, qui a interdit l'exportation de riz au monde parce que l'Inde est justement peut être en difficulté par rapport à la crise ukrainienne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Africains, les pays africains, les nouveaux pays africains qui sont dans le BRICS vont avoir des opportunités nouvelles de faire en sorte que, avec le transfert de technologie qu'il est possible d'avoir avec les 11 pays, avec les autres pays du BRICS, qu'il soit possible de faire en sorte que la production industrielle soit revue à la hausse, la production manufacturière, par exemple, comme ça se passe en Éthiopie, soit soutenue comme elle l'est actuellement par la Chine au niveau de l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie aujourd'hui a fait de gros pas en termes d'industrie manufacturière. Et ça, elle le doit à ces relations, j'allais dire, privilégiées qu'elle entretient avec la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est même le premier créancier de ce pays-là, qui est l'Éthiopie, l'État fédéral de l'Éthiopie. Et Bakary, vous, en termes d'opportunités et de marché aujourd'hui, que pourraient représenter les BRICS aujourd'hui, surtout pour ces pays africains qui viennent d'intégrer et les autres pays africains qui seront partenaires peut-être à travers l'Union africaine? Pour moi, les BRICS vont représenter une belle opportunité, n'est-ce pas, pour ces pays africains, parce que au-delà, à partir des chiffres, n'est-ce pas, les statistiques, n'est-ce pas, qu'il a déroulées, on sent nettement que vraiment c'est un marché énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends la Chine, tu prends l'Inde, tu prends la Russie, mais attends, ces pays africains peuvent vraiment signer des partenariats, n'est-ce pas, avec ces pays-là. Or, on sait que, du point de vue économique, vraiment, c'est des pays qui sont très bien assis. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, les Africains ont tout à gagner à être dans un pôle comme celui, n'est-ce pas, des BRICS, pour pouvoir, disons, diversifier, n'est-ce pas, disons, leurs intérêts. Donc, pour moi, vraiment, c'est un choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de dollariser. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Et j'en venais même à cette question-là, puisque pour les BRICS aujourd'hui, l'établissement d'une monnaie commune, à court terme, en tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais l'alternative qu'ils ont trouvée, que les membres ont trouvée, c'est que pour chaque pays qui le désire aujourd'hui, les échanges commerciaux se font en monnaie locale. Et par rapport à ça, même il y a la Chine qui a démarré ces échanges avec la Russie qui se font en yuan depuis le début de cette année-là. Le Brésil entend prendre également le même chemin et de nouveaux membres également du club comme Riyad, Téhéran ou Abu Dhabi se classent aujourd'hui parmi les 10 premières réserves mondiales de pétrole. Et par rapport à votre question, est-ce qu'on tend aujourd'hui même vers une
une dédollarisation à travers les BRICS ou bien c'est leur élargissement? Mais justement, ça c'est vraiment la volonté affichée par les BRICS, c'est vraiment de dédollariser, disons, le marché carrément. Et cette volonté déjà de commencer les échanges avec, à partir de la monnaie, des monnaies locales, donc ça prouve cette volonté-là, parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends un pays comme la Russie, on sait que bon, la guerre entre la Russie, n'est-ce pas, et les États-Unis, et sans compter aujourd'hui la Chine, hein, de notre côté. Aujourd'hui, vous avez de l'autre côté, n'est-ce pas, l'Inde. Donc, les BRICS veulent vraiment s'émanciper et la meilleure façon d'y arriver, c'est avant, disons, de concrétiser la dédollarisation, il faut d'abord passer par les monnaies locales. Et je pense que ça, c'est une opportunité, n'est-ce pas, pour les pays africains. Et allez-y, Momar, j'ai l'impression que vous vouliez réagir tout à l'heure. C'était simplement pour aller un peu dans le sens de Bakary, pour dire que la question de la monnaie là, moi je pense, elle me paraît fondamentale. Si vous voyez tous les pays du BRICS et les 5 qui vont les rejoindre en janvier, chacun de ces pays a sa monnaie. Est-ce que un pays comme le Sénégal aurait pu espérer entrer dans les BRICS? Moi je dis non. Parce que la plupart des économistes africains, qu'ils soient des économistes radicaux ou d'autres, la plupart des économistes disent qu'il est difficile pour un pays aujourd'hui, comme un pays comme le Sénégal, ou bien comme tous les pays qui sont dans la zone CFA, il est extrêmement difficile de lancer un développement productif avec une monnaie qui n'est pas sa monnaie locale. Parce que le franc CFA, je ne vais pas dire que c'est une monnaie de singe, mais la plupart des économistes disent que c'est une monnaie qui ne peut pas être d'un secours important pour un pays sur le chemin du développement. Je pense que ça, c'est un élément de réflexion, voilà, pour tous nos pays. Et je pense que ça devrait, cette question du BRICS-là, qui est soulevée aujourd'hui encore avec l'adhésion des 6 pays-là, je pense que ça devrait soulever un peu au niveau de nos États-là la question de la monnaie. L'autre chose que je voulais dire, c'est un peu pour insister un peu sur l'importance prise, surtout au niveau du PIB. Actuellement, on dit que le PIB uniquement des 5 pays du BRICS, aujourd'hui, c'est 32%. 32% du PIB mondial. Moi, je pense que c'est quelque chose de gigantesque. Et les 6 pays-là qui vont venir, ils vont ajouter 5%. Ça veut dire que le BRICS va représenter quelque chose comme 37 à 38% du PIB mondial, contre moins de 30. Moins de 30 pour le groupe du G7. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qui montre encore l'intérêt pour les pays. Et Bakary, on parlait tout à l'heure de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Un pays comme la Russie également, parmi les 5, et en tout cas subit des sanctions de la part de l'Occident comme des États-Unis à cause de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, des sanctions économiques et financières à travers les BRICS ou bien avec aujourd'hui ces partenaires-là que sont les partenaires qui constituent les BRICS. Comment aujourd'hui ils peuvent permettre à la Russie ou bien comment ils peuvent permettre à Moscou de faire face à ces sanctions-là aujourd'hui? La Chine a démarré avec les échanges économiques en yuan avec la Russie. Mais comment les BRICS peuvent permettre à ce pays qu'est la Russie à surmonter aujourd'hui ces sanctions? Il faut d'abord dire que les 5 avaient plus ou moins des rapports. Hein. Quoi qu'on dise, je pense que la Russie s'était rapprochée un peu, n'est-ce pas, de la Chine, même si c'est pas, les BRICS ne sont pas aussi un bloc homogène. Ça aussi, il faut le dire. Il suffit simplement de prendre l'exemple de l'Inde, n'est-ce pas, et de la Chine, de ce qui se passe aux frontières, n'est-ce pas, de l'Himalaya, tout le monde le sait. Donc voilà. Et aussi la perception des visées économiques, n'est-ce pas, de l'Inde, c'est pas la même perception que la Chine, même au sujet, n'est-ce pas, de l'élargissement. L'Inde était pour la pédale douce, alors que la Chine voulait accélérer, parce que la Chine a beaucoup plus de partenaires au niveau africain plutôt que l'Inde. Donc il y a tous ces, pour dire qu'il y avait, c'est pas un bloc homogène, chacun a ses intérêts. Mais qu'à cela ne tienne, Moscou profite, n'est-ce pas, va profiter vraiment des BRICS. La preuve, tous ces membres-là n'ont jamais, disons, critiqué, disons, l'invasion, disons, de Moscou en Ukraine. Au contraire, voilà. Donc, ils ont toujours appelé à prôner le dialogue. Voilà, le dialogue. Donc, quoi qu'on dise, Moscou va avoir, n'est-ce pas, un soutien de taille. Le soutien de taille, c'est aujourd'hui vraiment les BRICS qui commencent vraiment à s'élargir face au bloc, n'est-ce pas, américain. Un élargissement. Allez-y, Momar. Moi, je pense que les BRICS
les BRICS+, je pense, moi je considère ça comme une sorte de paratonnerre pour certains pays. Je pense que la Russie, comme l'a dit Bakary, est victime de très lourdes sanctions économiques et financières, mais elle va pouvoir se redéployer davantage encore au niveau de cet espace qui n'est plus à 5 mais à 11. Donc c'est une opportunité inestimable pour la Russie, et je pense que les Russes ont fortement poussé à ce qu'il y ait de nouvelles adhésions. Les BRICS comme opportunité inestimable et également une façon aujourd'hui d'aller vers un monde multipolaire et un monde aujourd'hui un peu plus équilibré sur le plan politique et économique. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la Centrafrique et de la réforme constitutionnelle. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Mané, beaucoup s'y opposaient, mais le texte de nouvelle constitution centrafricaine a finalement été adopté par référendum et validé par le Conseil constitutionnel du pays. D'abord, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le processus ayant abouti à l'adoption de cette nouvelle constitution centrafricaine? Ouais, donc, il faut simplement dire que Touadéra, c'est quelqu'un vraiment qui voulait vraiment ce changement-là, parce que quand il est arrivé au pouvoir en 2016, parce qu'il a été reconduit en 2020, et voilà, la prochaine élection c'est en 2025. Donc il avait d'abord pris un décret, le décret qui a mis en place un groupe qui devait réfléchir sur le changement, n'est-ce pas, de la Constitution. Et la Cour, n'est-ce pas, institutionnelle a rejeté, parce qu'en ce moment, le Sénat n'était pas encore mis en place. Figurez-vous, ce que fait le gouvernement de Touadéra, la dame, n'est-ce pas, qui était au niveau de la Cour, a été... Daniel Darlan, la présidente du Conseil constitutionnel. Voilà, a été balayée. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, lui, son parti est majoritaire, et les autres partis satellites, donc c'était facile que, disons, l'affaire puisse être, puisse passer comme, n'est-ce pas, comme il l'a souhaité. Donc, mais par rapport à tout cela, parce que tu parles de processus, je pense que Touadéra n'a pas écouté, disons, la voix, n'est-ce pas, des opposants. Il n'a pas écouté non plus la voix, n'est-ce pas, des groupes armés. Parce que ça aussi, les groupes armés n'étaient pas d'accord avec les changements. Et aussi la société civile. Donc, il a fait cavaler seul. Et aujourd'hui, on connaît les conséquences parce que, disons, d'abord, quand on entend le discours des opposants, on dit que le référendum a été boycotté et il n'y avait pas plus de 13%, n'est-ce pas, de participation. Mais aujourd'hui, la Constitution a été votée, le oui l'a remporté avec 95,27%. Voilà, les gens pensent que vraiment c'est une farce et que dans tous les cas, ce qui est intéressant dans cette modification, n'est-ce pas, constitutionnelle, il y a deux choses. Non seulement vraiment les verrous vraiment de la limitation des mandats sautent, mais mieux, on passe de 5 à 7 ans. C'est-à-dire la durée du mandat aussi a été retouchée. Donc, ça ne serait pas une surprise que Touadéra puisse se représenter, n'est-ce pas, en 2025. C'est pourquoi, quand vous écoutez les éléments de langage, disons, des opposants, centrafricains, ils vous disent que c'est un président à vie. Donc, les gens parlent du troisième mandat, déjà, en Afrique. Voilà qu'aujourd'hui, Touadéra nous pousse encore dans une autre dynamique. Avec la nouvelle constitution centrafricaine, il n'y a plus de troisième, non, il y a plus de... Voilà, c'est une limitation qui saute, quoi. Chaque personne peut se présenter autant de fois. Et Momar, la constitution abrogée, qui est celle de 2016, mise sur pied au sortir de la transition, qui était dirigée d'ailleurs par Catherine Samba Panza, consacrait, comme l'a rappelé Bakary, la limitation des mandats. Et cette disposition-là, aujourd'hui, avait été verrouillée. Elle ne pouvait faire l'objet de modifications, même par voie référendaire. Le Conseil constitutionnel également était constitué de telle sorte que les membres étaient nommés aujourd'hui, étaient élus par leur père et non par le président ou bien le gouvernement. Ce qui faisait d'ailleurs que quand Touadéra avait pris un décret pour démettre la dame de son poste, aujourd'hui avec comme argument avancé le fait d'une mise à la retraite, cette décision avait été jugée également en partie comme anticonstitutionnelle. Selon vous, aujourd'hui, y avait-il urgence à modifier cette constitution de 2016 en République centrafricaine? Du point de vue du président Touadéra, je dirais oui. Il y avait une urgence parce qu'effectivement, il était dans une course de vitesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Centrafrique est un pays en guerre. C'est un pays en guerre
et où il y a des soldats étrangers. Les soldats rwandais et la milice Wagner sont là-bas pour protéger le président et pour protéger, comme ils disent, les institutions, et un peu pour un peu faciliter un peu l'exploitation un peu des ressources minières dans ces pays-là. C'est pourquoi je dis que Touadéra était dans un processus d'urgence. Et leur présence sur le territoire n'était pas des choses prévues aujourd'hui par la Constitution de 2016, malgré toutes les avancées apportées par cette Constitution de 2016. L'idée pour Touadéra, c'était d'avoir les mains libres. C'est pourquoi il n'a pas hésité à démettre Daniel Darlan de la tête du Conseil de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'à partir d'octobre 2022, je pense que son projet de modification de la Constitution était clair et tout le monde savait où il voulait aller. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la Centrafrique est un pays en guerre depuis peut-être 10 ans, 20 ans. Depuis le départ de Bozizé en 2013, ce pays est en guerre. Je pense que Touadéra a l'objectif, avec ses alliés rwandais et russes, de mettre la main sur le pouvoir pour un certain nombre d'années. Parce que l'ancienne constitution ne lui garantissait pas de pouvoir gagner les élections, la prochaine élection présidentielle qui aura lieu, je pense, en 2025, je pense. Mais Momar, est-ce que cela n'est pas un risque au vu du rappel historique que vous venez de faire? C'est un pays qui sort d'une guerre, un pays qui a traversé une guerre civile, un pays qui sort également d'une transition, je l'ai rappelé, qui avait été dirigée par Catherine Samba Panza. Est-ce que ce n'est pas risqué également de vouloir adopter une nouvelle constitution, surtout dans ces conditions-là? Mais il y a un changement fondamental qui est intervenu en République centrafricaine, c'est le départ des Français et l'arrivée des Russes et des Rwandais. Je pense que dans ce pays-là, celui qui tient le pouvoir doit avoir les moyens militaires de maîtriser le pays-là. Et je pense que le président Touadéra cherche aujourd'hui à renouer les relations entre la Centrafrique et la France. Il l'a dit dans l'un de ses derniers discours. Bon, moi je suis d'avis. Je suis d'avis pour penser que c'est juste une tournure diplomatique. Parce que lui, ce qui l'intéresse un peu, c'est d'asseoir son pouvoir. Et je pense qu'avec Wagner et avec les Rwandais, je pense que son pouvoir est quand même quelque part en sécurité. Maintenant, le reste, c'était un peu le reste du pays. C'était un peu qu'est-ce qu'il faut faire des énormes gisements miniers qui sont dans tout le pays. Et je pense que le président Touadéra est dans cette dynamique-là. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces pays-là ont soif de développement aussi, la Centrafrique. La Centrafrique, beaucoup d'observateurs disent que c'est presque un scandale géologique. C'est un scandale géologique, comme on le dit de la République démocratique du Congo. Tout le temps que les Français sont là-bas, qu'est-ce qui a été fait? Tous les présidents qui sont passés en Centrafrique ont été installés par la France. Tous, pas un, depuis Bokassa, tous ont été installés par la France. Maintenant, et qu'est-ce que le pays en a tiré? On peut se poser la question. La Centrafrique est aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde. C'est un des pays les plus pauvres du monde qui manque presque de tout. Qu'est-ce que la France a apporté à ces pays-là en matière de développement économique et social? Moi, je pense que ce sont des questions fondamentales sur lesquelles on peut... Et je pense que Touadéra, que je ne soutiens pas, je pense que lui, c'est un intellectuel, c'est un mathématicien, je pense, il s'est posé beaucoup de questions. En arrivant au pouvoir, l'idée n'était pas de faire deux mandats et de partir. Enfin, je présume que c'était ça. La preuve, il a changé la Constitution. Je pense que c'est quelqu'un qui a une visée un peu plus longue sur la gestion du pouvoir. Et c'est ce qui explique quelque part un peu que la Constitution a été changée. Et ce qui en fait presque un potentiel président à vie. Je pense que pour comprendre aujourd'hui la Centrafrique, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire en sorte de faire l'historique un peu, l'historique et l'audit surtout, l'audit de la présence militaire française dans ces pays-là. Parce que depuis les diamants de Val jusqu'à Dessin, avec Bokassa, on se pose la question sur qu'est-ce que veulent les Français en Centrafrique, à part l'exploitation des ressources minières. Et Momar revient souvent sur cette relation France-Centrafrique, mais aujourd'hui, Bakary, c'est de partir de la France pour s'allier aujourd'hui ou bien faire appel à des paramilitaires privés russes ou bien des groupes rwandais pour assurer la sécurité du président et même des institutions. Est-ce qu'un problème ne se pose pas également? Non, ça veut dire que si on se met du point de vue, n'est-ce pas, de Touadéra, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce que vous savez... Aujourd'hui, on aurait compris la Russie officiellement et la Centrafrique, voilà. Mais là, on parle d'un groupe paramilitaire privé. Oui, mais il faut d'abord dire que nous sommes en présence d'un pays qui est en guerre, hein, qui a connu une guerre civile.
Et jusqu'à présent, les choses ne sont pas aussi tassées. Donc, je pense que il a posé le pour et le contre. Et il s'est rendu compte que si il veut, disons, confier la destinée, n'est-ce pas, du Centrafrique ou du point de vue sécuritaire aux Français, vraiment, il ne s'en sortira pas. Donc, c'est pourquoi, bon, il s'est appuyé sur non seulement les Rwandais, mais aussi, disons, Wagner. Aujourd'hui, je pense qu'il trouve son compte. Ce qui l'amène aujourd'hui à utiliser un peu la dictature. Je veux dire, c'est la dictature à la limite. Hein, voilà, donc on ne peut pas parler d'un pays démocratique, n'est-ce pas, en Centrafrique. Hein. Donc Touadéra, il a tous les leviers du pouvoir, il a tout le pouvoir et il l'exerce. C'est pourquoi ses opposants aussi sont dans une posture qui n'est pas une posture, n'est-ce pas, voilà quoi, souhaitée. Hein, parce qu'ils sont allés jusqu'à boycotter. Et même la société civile centrafricaine et les organisations de défense des droits humains. Voilà. On reste avec le camp de Touadéra aujourd'hui. La majorité présidentielle centrafricaine parle de cette constitution comme aujourd'hui d'une nouvelle ère qui est inaugurée dans le pays. En quoi aujourd'hui cette réforme constitutionnelle, selon vous, pourrait ouvrir une nouvelle ère centrafricaine? D'abord, une nouvelle ère. Je veux dire que si Touadéra, disons, a cherché à avoir cette constitution, il l'a désormais. C'est vrai que bon, ça doit être entériné très prochainement. C'est qu'il est parti peut-être certainement d'une analyse, n'est-ce pas, qui est simple. À savoir que le pays a besoin de stabilité. Or, cette stabilité, selon lui, ne peut pas se faire vraiment avec des mandats courts de 5 ans ou des mandats limités. Il fallait peut-être vraiment créer les conditions d'une stabilité, surtout à travers vraiment en sautant le verrou carrément, disons, de la limitation des mandats. Donc lui, il est dans cette perspective. Maintenant, du point de vue démocratique, on peut avoir à redire, mais je me demande, est-ce que c'est pas ça la solution pour le moment? En attendant de voir beaucoup plus clair, parce que nous sommes dans un contexte de guerre civile, quoi qu'on dise. Parce que l'insécurité, n'est-ce pas, qu'il y a là-bas, aujourd'hui, si n'eût été peut-être ces Rwandais et disons, et le groupe Wagner, peut-être que lui-même, son pouvoir aurait pu ne pas, disons, exister. Donc, l'un dans l'autre, je ne suis pas en train de cautionner vraiment la présidence à vie, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais ça peut être dans une phase de transition. Mais que ça ne perdure pas, parce que sinon, vraiment, on va nous ramener à des années, voilà, donc derrière, et ça, c'est pas acceptable pour l'Afrique. Et Momar, l'opposition centrafricaine, les organisations de défense des droits humains, la société civile et même aujourd'hui les groupes armés avaient appelé au boycott de ce référendum, ce qui fait que le taux de participation a même posé problème. Vu la situation actuelle et cette nouvelle constitution adoptée aujourd'hui et validée par la Cour constitutionnelle, quelle place aujourd'hui pour cette opposition et la société civile centrafricaine dans le pays, surtout par rapport à la situation actuelle? Moi, je pense que l'opposition centrafricaine, qui est déjà assez divisée, je pense qu'elle n'a pas le choix. Je pense que le fait d'appeler au boycott du référendum, je pense que c'est une position politique qui peut se comprendre. Parce qu'elle n'était pas d'accord, effectivement, avec la révision constitutionnelle, le référendum constitutionnel. Donc, pour moi, d'une certaine manière, elle est dans ce rôle. Mais je pense qu'à partir du moment où la Constitution a été approuvée à plus de 95%, à partir du moment où la Cour constitutionnelle, le 21 août dernier, a validé les résultats de cette consultation-là, je pense qu'on est devant un fait, quoi. On est devant un fait politique, même si à l'origine elle a été dénoncée. Mais on est aujourd'hui dans le fait politique. Comment est-ce que l'opposition et la société civile pourraient s'adapter à ce fait politique dont vous parlez? Moi, d'une certaine manière, je dirais que l'opposition, d'une manière ou d'une autre, va devoir prendre langue avec le pouvoir. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est celui de continuer la guerre au niveau de l'intérieur du pays, parce que pour ce qui concerne Bangui et les environs, je pense que au niveau de l'État, au niveau des armées centrafricaines, avec l'appui des Rwandais et avec l'appui de Wagner, je pense que le pays est tenu à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que l'opposition va choisir de faire la guerre, ou bien est-ce qu'elle va vouloir prendre langue avec le pouvoir? Moi, je pense que ça, c'est une question dont on aura la réponse très bientôt, dans les prochaines semaines. Mais a priori, je me dis que
l'opposition ne peut pas continuer la guerre parce qu'elle ne mènera nulle part. Elle ne mènera nulle part. Et apparemment, le président Touadéra est assez bien assis au niveau national. Et comment renouer ce dialogue, Bakary, entre l'opposition et le président Touadéra, ou bien entre l'opposition et la majorité présidentielle? Oui, je pense que d'abord Touadéra doit prendre, n'est-ce pas, l'initiative, parce que jusque-là, il a fait cavalier seul sur la question, n'est-ce pas, constitutionnelle, parce qu'il n'a pas écouté les opposants, encore moins les membres de la société civile. Donc maintenant qu'il a eu, n'est-ce pas, sa constitution, je pense que c'est le moment maintenant à consacrer disons au dialogue, en appelant, disons, un dialogue sincère. Parce que quoi qu'on dise, je pense que le premier problème, n'est-ce pas, aujourd'hui de la Centrafrique, c'est le problème sécuritaire. Comment avoir une armée forte? Et ça, ce n'est pas, de mon point de vue, quelque chose qu'on doit laisser simplement au pouvoir, n'est-ce pas, de Touadéra, au gouvernement de Touadéra. Aujourd'hui, il doit pouvoir associer, n'est-ce pas, tout le monde, y compris même la société civile, pour que les gens discutent vraiment autour de la bonne formule, à faire en sorte que qu'on puisse avoir, disons, une armée, n'est-ce pas, digne de son nom, qui peut, disons, assurer la sécurité, n'est-ce pas, des populations. Je pense que c'est à ce niveau-là, c'est comme cela que, disons, l'opposition peut avoir des avancées. Ne pas boycotter la table de négociation, si à un moment donné, disons, Touadéra appelle, disons, à ce dialogue-là, qu'ils y aillent, n'est-ce pas, voilà, et puis faire des propositions, hein, voilà, parce qu'on peut avoir, disons, ils peuvent avoir gain de cause, non pas en allant vraiment encore, disons, faire la guerre, n'est-ce pas, contre Touadéra, ça ne mènera nulle part. C'est encore la population, n'est-ce pas, qui va en pâtir. Pour moi, il faut privilégier le dialogue. Et c'est comme cela, n'est-ce pas, que l'opposition et la société civile peuvent avoir, n'est-ce pas, gain de cause. Oui, maman, vous voulez réagir. C'est simplement pour ajouter à ce que dit Bakary qu'une partie de l'opposition s'est d'ailleurs désolidarisée de la plateforme de l'opposition. Je pense que l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, je pense qui était considérée comme la plus forte composante de cette opposition-là. Elle a quitté la coalition de l'opposition, qui va la CPC, pour ne plus continuer la guerre, en fait. Moi, je pense que c'est un premier pas qui avait été fait. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour l'opposition centrafricaine de s'unir? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers l'unité pour aujourd'hui arriver à ce dialogue avec le président Touadéra ou avec la majorité présidentielle? Mais ce qui est difficile en Centrafrique, le fait que l'opposition soit extrêmement fragmentée. C'est vrai qu'elle est en coalition avec la CPC, mais c'est vrai qu'il y a les éléments de la Séléka qui sont encore là, il y a les anti-Balaka qui sont là, mais ce qui est problématique dans ces pays, à mon sens, c'est un peu la fragmentation de l'opposition. Et cette fragmentation-là, souvent, ça amène directement à des groupes plus ou moins criminels, dont l'objectif simple, c'est d'exploiter les ressources au niveau des zones. Je pense que c'est ça qui est un peu le problème de la Centrafrique. Maintenant, est-ce que tous ces éléments-là vont être mobilisés pour être mis dans un moule unique, pour pouvoir être un front capable de discuter avec le président Touadéra? Je pense qu'aussi ça, c'est une question sur laquelle il faudra réfléchir, quoi. Moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, le problème de la Centrafrique, c'est pas, disons, cette malédiction à mettre en face, n'est-ce pas, les chrétiens, n'est-ce pas, et les musulmans? Voilà, donc il a parlé de Séléka, il a parlé des anti-Balaka, et je me demande, est-ce que cette division, aujourd'hui, n'a pas une ramification au niveau même de l'opposition, n'est-ce pas, centrafricaine? Voilà, c'est-à-dire que quand on ajoute cette question religieuse aussi, je me demande, est-ce que c'est, comme la question est très sensible, je me demande, est-ce que c'est pas à ce niveau-là, n'est-ce pas, qu'il faut jouer? Et à côté de l'opposition, voilà, d'autres s'inquiètent également, à savoir les partenaires internationaux. Voilà. Les États-Unis, pour leur part, ont fait part, en tout cas, de leurs réserves à l'égard du projet de réforme constitutionnelle en Centrafrique. Ils ont même appelé les autorités aujourd'hui de ce pays à annoncer une date pour la tenue de nouvelles élections, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour avec la validation de cette constitution par la Cour constitutionnelle. Déjà, quelle lecture faites-vous des informations sur le taux de participation au référendum constitutionnel et des inquiétudes que suscite aujourd'hui l'adoption de ce texte? D'abord, quand on prend le taux de participation d'abord, je pense qu'à ce niveau-là, contrairement peut-être à ce que le gouvernement Touadéra a voulu faire comprendre à l'opinion, je ne pense pas que les Centrafricains se soient mobilisés aussi, voilà, je ne le pense pas. Hein, donc, mais aussi, bon, je me demande aussi, est-ce que les chiffres avancés, n'est-ce pas, par l'opposition, est-ce qu'ils sont aussi exacts? Je ne sais pas trop, parce qu'eux, ils parlent de entre 10 et 13%, n'est-ce pas, de participation. Maintenant, quand on regarde les oui
95,27%, pour moi, vraiment, c'est astronomique, quoi. Vraiment, j'ai du mal à croire. Hein. Donc, quelque part, on a l'impression que le gouvernement a mis en place toute une stratégie de validation, hein, disons, de ces résultats. Le gouvernement parle d'un taux de participation de 57%. De 57%, voilà, bref. Mais par rapport, disons, maintenant aux partenaires, hein, donc, notamment les États-Unis, qui demandent, qui n'est pas d'accord avec la réforme constitutionnelle, ça peut se comprendre. Hein. Vous savez, les États-Unis ont toujours été pour l'alternance, hein, disons, politique dans les pays. Donc, quand vous voulez vraiment créer les conditions d'une présidence à vie, ça fait un peu désordre quand même. Hein, voilà. Parce que en ce moment-là, vous créez les conditions d'un attachement au pouvoir. Voilà. Et c'est des gens, comme vous parlez de ressources au niveau de la Centrafrique, je crains que des gens qui durent au pouvoir, à un moment donné, vont donner l'impression que vraiment les biens du peuple leur appartiennent à ces personnes-là. C'est ça le danger. Et Momar, la diplomatie américaine a aussi appelé le gouvernement centrafricain autant pour moi, à annoncer une date pour les élections locales qui doivent se tenir également dans le pays, afin que tous les Centrafricains puissent s'exprimer par les urnes, c'est-à-dire une élection, un scrutin qui sera en tout cas beaucoup plus inclusif que le référendum connu. Pourrait-on aujourd'hui s'attendre à un scrutin plus inclusif dans le pays, au vu de la situation actuelle et de la méfiance qu'il y a de part et d'autre entre opposition, pouvoir, société civile, pouvoir, ONG de défense des droits de l'homme et pouvoir également? Oui, moi j'ai lu le communiqué des États-Unis après la validation justement des résultats du référendum par la Cour constitutionnelle. Ils ont dit quelque chose de très fort. Ils ont dit que ce référendum a miné la gouvernance démocratique du pays. C'est très fort, tu vois, comme appréciation. Maintenant, après, comme vous l'avez dit, ils ont appelé à ce que les élections locales se tiennent. Moi, je pense que c'est l'occasion pour l'opposition, parce que le référendum, quoi qu'on dise, c'était un peu une question à part. Mais à partir du moment où on rentre dans les choses locales, inclusivité, ainsi de suite, je pense que l'opposition boycottera difficilement ces élections-là, ces élections locales. Maintenant, est-ce qu'elle pourra y participer? Dans quelles conditions? Est-ce que même les conditions démocratiques, les conditions de transparence et de sincérité, est-ce qu'elles sont réunies pour que l'opposition participe à ces élections locales-là? Moi, je pense que la question reste posée. Mais comme on est en Afrique, on se dit que... les conditions sécuritaires, puisque Exactement. Dans les pays qui font face aujourd'hui à des guerres ou certaines instabilités, des scrutins n'arrivent pas à se tenir dans certaines parties du pays. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire l'opposition est face à un vrai dilemme. L'opposition est un vrai dilemme. Maintenant, on peut de façon triviale dire qu'elle peut participer à ces élections-là parce que quand même, ces différentes composantes contrôlent beaucoup de zones à l'intérieur du pays. Je pense que ce sont des zones qui leur sont favorables a priori. Mais dans ce cas-là, on en revient toujours à ce qui se passe en Afrique. Parce qu'en Afrique aussi, les régimes qui sont au pouvoir n'organisent pas des élections pour les perdre. Ils organisent des élections pour les gagner. Maintenant, je pense que le président Touadéra, je pense que puisque c'est un mathématicien, un peu quelqu'un de très structuré, je pense qu'il va vouloir organiser des choses inclusives. Parce que actuellement, il est extrêmement critiqué au niveau international. Je pense qu'il a le devoir, et je pense même qu'il va le faire, il a le devoir d'organiser des élections locales pour un peu... c'est un peu tragique, mais c'est ça. Il va vouloir faire avaler un peu la question du référendum en donnant peut-être, en octroyant peut-être, ou bien en rendant possible que l'opposition gagne beaucoup de localités. Je pense que ça permettra un peu de relancer un peu le jeu politique. Et de créer un certain équilibre sur le plan politique et institutionnel. Voilà. Et Bakary, l'Union européenne également a pris note des résultats du référendum constitutionnel en Centrafrique et a exprimé les préoccupations de l'UE face à ce qu'ils appellent en tout cas la polarisation continue du contexte politique dans le pays. Comment revenir, selon vous, en Centrafrique à des processus démocratiques beaucoup plus inclusifs et transparents? Tout à l'heure, Momar a tenté de donner des pistes de solutions. Selon vous, comment revenir à des processus plus démocratiques et plus inclusifs et transparents dans le pays? Je pense que d'abord, si on prend l'entité de l'opposition d'abord, je pense que le défi de l'opposition, n'est-ce pas, centrafricaine, c'est vraiment de se retrouver. Mais ça va être un défi difficile quand même à relever parce que je sais, et tout le monde le sait, nous sommes en Afrique.
un président, n'est-ce pas, qui est accouplé, n'est-ce pas, au pouvoir, a toujours les moyens, n'est-ce pas, de diviser, n'est-ce pas, son opposition. Mais aujourd'hui, le contexte, disons, du référendum va pousser peut-être Touadéra à jouer le jeu un peu. Donc, en faisant ces élections locales, mais en donnant même, peut-être même la possibilité à certains opposants vraiment de gagner leur localité. Mais tout ça, c'est vraiment du point de vue cosmétique. Hein, voilà. Mais en réalité, peut-être ce qui pourra le faire vraiment un peu, disons, reculer, c'est peut-être le poids que les partenaires, n'est-ce pas, de la Centrafrique peuvent, n'est-ce pas, mettre sur la table. Et ça, à ce niveau-là, que ce soit les États-Unis ou bien les autres, peut-être que quand ils vont se lancer dans le processus, peut-être que cela peut amener, disons, Touadéra un peu à revoir sa façon de gouverner. Mais dans tous les cas, je pense que, comme le disent les Américains, il a miné vraiment avec ce référendum la démocratie. Et Bakary, par rapport, durant l'organisation de ce référendum dont vous venez de parler, en l'absence d'observateurs indépendants reconnus, les chiffres du référendum sont difficilement vérifiables selon plusieurs observateurs. Pour la première fois également, dans un processus électoral en Afrique, des paramilitaires privés comme le groupe Wagner se sont impliqués ouvertement dans le scrutin en apportant un appui sécuritaire et même logistique aujourd'hui durant l'organisation du référendum. Est-ce que cela ne pose pas aussi un problème quant à la transparence aujourd'hui de ce scrutin? C'est évident, vraiment, je pense que ces référendums-là, on peut s'interroger vraiment sur la transparence par ce scrutin, avec l'implication d'abord du groupe privé, n'est-ce pas, Wagner. Voilà, donc quand ce groupe-là ou bien les Rwandais, disons, s'impliquent dans le maintien, n'est-ce pas, de la sécurité au niveau des centres, des bureaux de vote. Et même le transport de la logistique nécessaire, ça peut poser, n'est-ce pas, on peut se poser, n'est-ce pas, des questions. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, on peut s'interroger valablement sur vraiment, disons, la transparence, n'est-ce pas, du scrutin. Et Momar, quelles conséquences de l'adoption de cette nouvelle constitution centrafricaine? On est presque à la fin. La conséquence directe, on l'a déjà dit, c'est un peu que le président Touadéra va pouvoir... qu'il soit président à vie. Va pouvoir être candidat déjà en 2025 et après de façon peut-être indéfinie. Moi je pense que c'est la conséquence directe. Maintenant, l'autre conséquence aussi, c'est quelle sera la réaction de l'opposition aux sorties de ce référendum-là. Moi, je pense que c'est la vraie question politique à poser. Est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va répondre à un éventuel appel du président Touadéra, ou bien est-ce qu'elle va intensifier la lutte à l'intérieur du pays, ou bien est-ce qu'elle va profiter un peu de la mort d'Evgeny Prigojine, un peu pour espérer un peu une désarticulation des forces de Wagner à l'intérieur, parce que en fait ce qui tient le régime Touadéra, c'est Wagner et les Rwandais. Parce que si Wagner n'est plus là, si les Rwandais n'est plus là, il est clair que le régime tombe, d'autant plus que le président Bozizé est à côté ici au niveau de Bissau. Donc une attitude responsable et attendue de l'opposition centrafricaine face à la situation que traverse le pays pour un retour de la stabilité, que ce soit une stabilité politique, sociale et même institutionnelle. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Momar Dian, journaliste et directeur de publication de la plateforme d'information Impact SN. Merci encore d'avoir été avec vous et un plaisir d'avoir aussi partagé le plateau avec vous. Merci Daouda, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci également à notre confrère M. Bakary Domingo Mané, journaliste et doctorant en sciences de l'information et de la communication. Également un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci Daouda. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.